Bonjour, j'espère que vous allez bien. Je voudrais revenir, une fois n'est pas coutume, sur la vidéo d'hier. J'ai vu quelques commentaires et certains amis ou connaissances me reprochent d'avoir défendu Obama ou d'avoir critiqué la colonisation. Je voudrais bien revenir sur ça parce que je pense que là, on touche vraiment la beauté, la difficulté de la réflexion. On s'y essaye, hein. Je ne sais pas si on y parvient, mais on s'y essaye très humblement dans ce canal. C'est le problème de la réflexion, c'est-à-dire que on soulève, c'est comme soulever une pierre sur un chemin. Vous savez, quand vous prenez des chemins de traverse à la campagne et vous crevez un pneu ou vous embourbez, vous êtes obligé de prendre les cailloux, les pierres et de les mettre sous le pneu pour essayer de vous en sortir. Eh bien, vous voyez que vous êtes obligé de voir de soulever la pierre et de voir en dessous de la pierre. Parfois, on trouve de la saleté, des vers, on trouve surtout un côté qu'on ne voit pas, un côté plus sombre, moins éclairé, le côté qui touche la terre. Ça reste quand même la pierre. Et on ne peut pas dire qu'on connaît la pierre si on ne voit que son côté qui est limé, lissé, éclairé, nettoyé par la pluie. Vous voyez ce que je veux dire? Voyons Obama. Obama, j'ai dit que c'était plutôt une bonne nouvelle pour les États-Unis. Enfin, sa présidence était plutôt une bonne nouvelle. Ça ne veut pas dire que Trump n'a pas été un bon président. Je trouve que Trump a été un excellent président. J'aimerais bien que Trump revienne au pouvoir. Mais les deux sont deux grands hommes d'État, extrêmement différents. Bien sûr, mon cœur bat plus pour Trump, mais je pense qu'Obama a fait le boulot, ou du moins il a essayé de faire le boulot. Il a complètement, il a provoqué un fiasco au Moyen-Orient, hein. Daesh, moi je me rappelle très bien, hein, Daesh, Al-Qaïda, surtout Daesh. Daesh a prospéré, et puis à un moment, Poutine est arrivé, et on a vu Daesh prendre des coups et reculer. Donc Obama n'a pas su combattre Daesh efficacement. Daesh qui s'est installé en Irak, c'est une honte, qui a pris Mossoul, voilà. Donc ça, bien sûr, mais Obama, c'est quand même, c'est le style, et le style fait l'homme. C'est ce qui manque à Trump. Le style fait l'homme. Obama, c'est cette Amérique, c'est le dernier, je trouve, il n'y a pas réussi, mais il a essayé, qui a réussi à réconcilier les Américains entre eux, entre noir et blanc. D'ailleurs, Obama n'est pas noir, hein. Obama n'est pas noir, Obama est métis. Les mots ont une importance. Il y a du sang blanc et du sang noir qui coule dans les veines d'Obama. Et je dirais, Obama est plus blanc que noir, parce qu'il a été élevé par une femme blanche, sa mère est blanche. Son père l'a vite abandonné apparemment où il est parti, séparé de la maman, et il a été élevé parmi des blancs. L'enfance, ça compte, hein. L'éducation, ça compte. L'être humain n'étant pas un robot ou une oie qu'on élève sous des serres, c'est important les premières années. Et Obama est arrivé avec un discours qui n'était surtout pas le discours des Noirs américains d'aujourd'hui, qui est un discours absolument détestable. Détestable, c'est un discours de haine raciale. J'ai l'impression que les Américains, j'ai l'impression que les Noirs américains ont repris le flambeau du racisme déposé par les Blancs. Jusqu'aux années 60-70, c'était plutôt l'Amérique blanche qui disait non à l'Amérique noire. On ne vous assimilera pas. Vous ne serez jamais des Américains comme les autres. Après les années 70, c'est l'Amérique noire qui a repris le flambeau du racisme et de dire on ne sera jamais égaux, on ne sera jamais frères, on ne sera jamais en paix, on ne sera jamais dans la collaboration, dans l'empathie. On sera toujours une forteresse noire au sein de l'Amérique blanche. Black America. Le rap, c'est ça. Le rap est une musique, une culture de haine raciale. Bien entendu, vous pourrez toujours trouver un contre-exemple pour dire qu'il y a un rappeur qui chante la fraternité. Ah bah bien sûr, même chez les islamistes, hein, vous trouverez toujours, moi je connais des islamistes tout à fait valables, hein. J'en connais qui sont merveilleux. Mais bon, et c'est une goutte d'eau dans un océan. Il y a des gens très bien chez les talibans, j'en suis sûr. Voilà, vous voyez ce que je veux dire. Le rap, avec cette idolâtrie, au sens de l'idole, du mot N, de N-word, j'ose même pas le prononcer parce qu'on risque de se faire, de tomber dessus sur nous, le châtiment de la Silicon Valley, avec ces noirs qui s'appellent noirs, nigger, allez, on va le dire, on s'en fout. On n'est pas né pour être esclave, hein. D'ailleurs, le mot esclave vient de slave blanc, hein.
Petite incise en direction de Mme Rokhaya Diallo, Mme Obono et tous les indigénistes. Les Blancs ont été peut-être plus esclaves que les Noirs dans l'histoire, à vérifier. Ces Noirs qui s'appellent nigger, c'est une honte, parce que c'est des Noirs qui, entre eux, posent leur différence raciale. Quand un Noir appelle un autre nigger, ça veut dire qu'il lui rappelle à chaque mot, même pour aller aux toilettes ou pour aller acheter un Coca-Cola, il lui dit, rappelle-toi, tu ne seras jamais blanc. Donc tu ne seras jamais américain. Parce qu'on ne peut pas former un peuple avec deux antagonismes, on ne peut pas former un peuple avec deux ethnies qui se détestent. Vous voyez ce que je veux dire? Le Noir maintenant est devenu le chargé de mission de séparer l'Amérique. D'ailleurs, si le blanc ose dire le mot nègre, quitte pas un mot, c'est pas un gros mot, c'est un mot du dictionnaire. D'abord, soit il est tué quand il est dans un ghetto, soit il est ostracisé, perd son emploi quand il est dans une zone libre, hein, dans une entreprise, dans un centre-ville ou sur un réseau social. Mais c'est exactement, on a sous-traité aux Noirs qui se sont laissés faire le maintien, maintenir allumé le flambeau, la flamme de la haine raciale. Monsieur Obama a essayé de sublimer ça, de dépasser ça, par son élégance, sa fougue, sa verve, son bagou. Malheureusement, je n'ai pas l'impression que l'Amérique noire l'a suivi. Parce que les rappeurs ont continué à insulter, d'ailleurs, ils ont continué à autodétruire les Noirs. Les Noirs américains s'autodétruisent. Quand ta culture se résume au hip-hop, ça veut dire que ta culture, c'est-à-dire que ce que tes enfants écoutent, c'est motherfucker, c'est-à-dire l'inceste. La culture noire américaine aujourd'hui, pop, hein, hip-hop, est une culture de l'inceste. Je m'excuse, motherfucker, c'est l'inceste. Tu l'écoutes ça toute la journée, bah tu relativises l'inceste. Comment détruire un peuple? En détruisant la famille, en détruisant l'homme et la femme. Le hip-hop détruit la femme, motherfucker, la prostituée, hein, le mot qui commence par B, chanté par des gens que j'aime bien d'ailleurs, hein, les mélodies sont belles, Snoop Doggy Dogg, Puff Daddy, tout ça, ils ont réduit la femme noire à une prostituée, hein, une chienne, j'utilise leurs mots, et ils ont réduit l'homme noir à celui qui désire coucher avec sa mère. Motherfucker, je suis désolé. C'est dégrader le noir. Et donc cette culture-là, avec la violence, avec la haine, les uns appellent les autres dog, chien, ou G, gangster, G de gangster, ou dog de chien. Je suis désolé, quand tu appelles ton semblable chien, tu le dégrades. Et ça, c'est pas les blancs qui appellent les noirs dog ou gangster, G. C'est eux entre eux. Donc l'Amérique, Black America, l'Amérique noire, s'est livrée corps et âme à l'autodestruction. Je ne parle même pas du crack et de la drogue et des gangs. Hein. Je ne parle même pas de ça. Je parle juste de l'aspect culturel. Tu as une grammaire tout à fait détruite, une syntaxe tout à fait détruite. Hein, pour ceux qui parlent l'anglais, des libertés linguistiques qui font que tu t'installes dans une espèce de souterrain miteux qui pue et tu dis ça c'est ma culture, ça c'est moi. Et personne, je dis bien aucun blanc, aucun parti blanc, personne n'a mis un M16 ou une Kalachnikov sur la tête des Noirs pour leur dire soyez ça. Non, c'est presque spontané. Enfin, il n'y a rien de tout à fait spontané. C'est hybride la vie. Hein. Il y a un peu une dérive spontanée, puis il y a le grand lobby médiatique de Washington et de Hollywood qui infuse dans le sang de l'Amérique noire cette pourriture qu'est le hip-hop et cette culture urbaine de gangsters et de prostituées. J'ose les mots, je m'en fiche. Obama n'a pas pu résister à ça. Parce que le diable a été plus fort. Il a attiré Black America vers le caniveau. Les Blancs, quand je dis les Blancs, je dis les élites blanches, ils ont inventé le wokisme sous Obama. Ou en tout cas, ils l'ont fait mûrir, ils l'ont diffusé sous Obama, qui est une manière extrêmement machiavélique, diabolique, de séparer les Noirs des Blancs. Qu'est-ce que c'est que le wokisme? C'est le retour de la race. C'est quand tu regardes quelqu'un, tu dis « Ah, tu es noir, donc tu es différent ». Déjà, tu commences à lui dire « Ah, je suis blanc, donc je suis différent ». C'est un moyen extrêmement élégant de séparer les Noirs des Blancs. Parce que tu dis « Attention, tu es noir, donc tu ne peux pas supporter ma présence ».
retrouve-toi, replie-toi, réfugie-toi dans un safe space, dans un endroit sûr. Ça s'appelle le ghetto. C'est une ghettoisation des Noirs par les Blancs qui, en plus, se permettent d'avoir bonne conscience. Avant, les Noirs ghettoisaient avant les Blancs américains ghettoisaient les Noirs, et ils savaient qu'ils faisaient le mal. Ils savaient que ce n'était pas bien. Maintenant, ils les ghettoisent et ils se disent, regarde, je suis vertueux, je suis woke, je suis éveillé. Voilà, donc ils font la même chose avec les homosexuels, et ainsi de suite. C'est le plus grand racisme que je connaisse. Enfin, c'est le racisme le plus... Oui, parce que quand tu attaques quelqu'un, tu lui dis qu'il est noir et qu'il ne mérite pas l'égalité, tu réveilles en lui l'homme, la testostérone, l'agressivité. Il a une chance de te casser la gueule un jour, soit physiquement, soit en devenant plus riche et plus puissant que toi. Mais quand tu dis à quelqu'un, tu es noir, c'est ce que font le woke, c'est ce que fait le Parti démocrate, grosso modo. Donc CNN et les médias, hein, Hollywood. Quand tu dis à quelqu'un, tu es noir, donc tu es victime, tu l'enfermes dans une cage, tu te sépares de lui parce que tu dis que tu es une victime, donc tu as le droit à un traitement spécial. On n'a pas le même régime alimentaire. Non, moi, toi, Non, non, on ne peut pas, parce que tu es malade. Je te mets aux soins intensifs, je te mets en quarantaine, parmi les tiens. Mais tu verras, c'est bien. C'est une réparation historique. Ben là, tu le désactives en tant qu'homme. Parce que à force de caresses et d'excuses, tu désactives en lui l'agressivité. Tu en fais une pâte à modeler, pour ne pas dire autre chose. C'est diabolique. Voilà ce qui s'est passé sous Obama. Ça, on peut le reprocher à Obama, bien sûr. Moi, je n'ai jamais vu Obama attaquer les woke. Bien sûr qu'il faut le reprocher. Mais je veux dire, c'est un phénomène tellement inconscient chez les Américains qui ont dans leur identité cette espèce de haine raciale. Ils ont tellement de belles choses. Hein. Ils ont la puissance que nous, on n'a pas. Nous, en Europe, on est devenu un continent de castrés et de châtrés et qui aiment la castration. C'est ce que j'appelle le phénomène Michael Jackson. Hein. Michael Jackson, un type extraordinaire, un talent extraordinaire, mais une voix de castrat. Asexuel. C'est ce que nous sommes devenus en Europe, c'est-à-dire on fait des centrales nucléaires magnifiques quand les écolos nous laissent les faire. On fait des Airbus, mais tout ça ne sert à rien parce qu'on n'a pas la puissance de les vendre, on est des très mauvais vendeurs parce qu'un vendeur, c'est la testostérone, c'est de la libido. Pour ceux qui ont fait de la vente, ils savent ce que c'est que la vente, la vraie vente. C'est la guerre. Le commerce, c'est une forme de guerre. Demandez à nos amis chinois, ils peuvent vous expliquer ce que c'est que le commerce. Les Chinois nous mettent à poil actuellement. Nous, les Africains. Mais les Africains, nous dit-on, préfèrent critiquer la France, alors que la France ne les met pas à poil. C'est les Chinois qui les mettent à poil. Excusez-moi, je vais couper le Internet. Voilà, donc la dame m'a interrompu. Voilà ce que je donc sur Obama, on ne peut pas lui reprocher de lutter contre le géant, contre 300 millions, contre l'inconscient collectif de 300 millions d'Américains qui aiment la séparation raciale. C'est un peuple de séparation raciale. C'est ce qui fait que nous, les Français, ou nous, les Marocains, moi aussi, je suis trans. Il n'y a pas que... Hein, moi aussi, je mérite un quota. Je suis trans-civilisationnel. C'est ce qui fait que nous, les Marocains, nous, les Américains, ou nous, les Français, nous ne sommes pas Américains. Nous ne sommes pas Américains. On n'a pas cette haine raciale comme quelque chose de... Cette séparation raciale comme quelque chose de constitutif chez nous. Voilà pour Obama. Trump, je l'adore, même s'il a un côté... on peut toujours critiquer, on peut toujours... Évidemment. Comme j'adore Bolsonaro, alors qu'il a un côté sombre qui est indiscutable, alors qu'on peut le critiquer et tout ça. Mais franchement, à un moment donné, on est des adultes. Hein. On n'est pas à Disney. On n'est pas à Disney. Il faut savoir voir derrière le masque de la personne, son ego, sa manière de parler, son éventuelle arrogance. Il faut voir la mission qu'elle est venue faire. Trump, Bolsonaro, tant d'autres sont venus sauver leur pays. Eh bien, il faut... Vous croyez que Jésus était aimé de tout le monde? Est-ce que vous croyez que Jésus était aimé de tout le monde? Ils l'ont crucifié quand même. Hein. Vous croyez que le prophète des musulmans a été aimé de tout le monde? Sa propre tribu lui a jeté dessus du fumier. Elle lui a fait la guerre. Moïse, pareil. Enfin, je veux dire, tous ceux qui amènent un discours de rupture, censés sauver leur peuple, bien évidemment, ils sont attaqués. À charge à l'eau de ne pas être
suffisamment naïfs et stupides pour applaudir le lynchage des gens, des justes, qui veulent faire le boulot. Moi, je ne demande. Vous croyez que moi, je vais demander à Jésus ou à un prophète d'être sympa? Je m'en fiche. Il est venu me sauver, il est venu me réconcilier avec Tariq al-Mustaqim, comme on dit chez nous les musulmans, avec la voie, le chemin juste, le chemin droit qui mène au paradis. C'est ça l'enjeu. Moi, je me fiche qu'il ait de la barbe ou pas la barbe, ou qu'il soit féministe, ou qu'il... Je m'en fiche. Vous voyez ce que je veux dire? Bon, voilà pour Obama. Sur la colonisation, là aussi, hier j'ai dit, la colonisation, j'ai dit heureusement que les Algériens, les Marocains, les Sénégalais ont lutté contre la colonisation. Oui, bien sûr. Heureusement. Parce que être dominé par un étranger, c'est mal, c'est mauvais, c'est insupportable. C'est ce qui vous arrive en France. Vous en êtes qu'au début. Et encore nous, les Marocains, les Algériens et les Tunisiens, nous avons été dominés par la France de l'UOT. Ce n'est pas la France de Gabriel Attal. Hein. La France de l'UOT, s'il vous plaît, la France de Clémenceau, la France de Mendes France, la France de Victor Hugo, hein, la France de Flaubert, la France de Gustave Eiffel, la France des grands médecins coloniaux, hein, Dumas, Jameau, tout ça. La France de Victor, comment il s'appelle? J'ai oublié son nom. Je crois que c'est Schulcher, protestant, qui a fait des hôpitaux au Gabon. La France de l'UOT, la France de Gallieni, la France de Napoléon, du Second Empire. Voilà la France qui nous a, la France de Pasteur, la France de Curie, la France de Poincaré. Voilà cette France qui nous a, nous on a eu dans notre malheur, on a été dominé par des gens respectables et admirables. Vous êtes dominé par une culture inférieure à la vôtre, une civilisation qui a tout raté. Puis la culture africaine, la culture maghrébine. Elle a tout raté. Si elle avait des réponses valables aux problèmes de l'humanité, ou à ses propres problèmes, ça se saurait. Donnez-moi une réponse de la culture maghrébine au changement climatique, à la mondialisation qui est devenue tout à fait détraquée, aux problèmes de l'urbanisme, à la dépression, à la solitude urbaine, aux problèmes de l'énergie, au problème des frontières, au problème de la désindustrialisation, à la cause ouvrière, à la condition. Rien. Il n'y a rien. Donnez-moi une réponse de la civilisation africaine dans toute sa diversité, parce que le Nigeria, ce n'est pas le Tchad, ce n'est pas l'Ouganda, ce n'est pas le Zimbabwe, mais bon. Faisons l'amalgame, puisque nous sommes, paraît-il, de droite, donc on fait l'amalgame facilement, comme si la gauche ne faisait pas l'amalgame. Donnez-moi une réponse africaine au problème que je viens de citer. Rien. Il n'y a rien. Il n'y a rien. Bon, donc, être dominé par un étranger, c'est pas bon. Il n'empêche que la colonisation, comme elle a été faite par des gens admirables que je viens de citer, par une France qui était à l'époque un phare qui illuminait l'humanité avec quelques réponses, notamment administratives, la France a appris aux Marocains ce que c'est qu'un État, une administration qui s'occupe de la population. Jusqu'à la colonisation, notre État, qui avait 1000 ans d'âge, s'occupait de lui-même. Depuis la colonisation, on a compris que l'État devait s'occuper de lui-même et de la population. Depuis, nous avons des hôpitaux au Maroc. Depuis, nous avons des services sociaux. On n'avait pas ça. Hein. Depuis, nous avons une justice prévisible, efficace, ouverte 7 jours sur 7. Parce qu'avant, l'État s'occupait que de ses courtisans, que de ses clients, au sens sociologique, hein, des gens qui l'aident à contrôler le pays. Et de temps en temps, l'État s'effondrait parce que le sultan était faible, problème de succession, et vous aviez la disparition de l'État. Quand la France est arrivée au Maroc, l'État se limitait à Fès. L'État se limitait à Fès. Hein, pour ceux qui connaissent Fès. Hein. C'était ça l'État. Et les tribus, c'était le chaos. Il n'y avait pas de justice. Donc la France a donné aux Marocains la recette magique, la recette secrète pour que l'État dure et fasse le job tous les jours sur la longue durée. C'est comme ça qu'on fait un peuple heureux. Un peuple heureux est un peuple bien gouverné. C'est pas un peuple qui regarde le foot. Non déplaise à Neymar et à Benzema. Ça, c'est des futilités. L'être humain est heureux quand il est gouverné. Ça veut dire quand il a la justice. Moi, bon, je ne vais pas parler de mon cas. Mais l'injustice ronge l'être humain. Et tout système qui ne rend pas la justice n'est pas légitime et il va s'effondrer. C'est de Driss Rali, vous pouvez le citer. C'est aussi de David Galula,
un grand Marocain juif que vous pouvez citer. Je vais consacrer une biographie que voici. Donc, pour terminer, j'applaudis les bienfaits, et j'ose le terme, mais soulignez-le si vous voulez avec... je dis ça aux haters, soulignez-le avec un stabilo. J'applaudis les bienfaits de la colonisation, mais en même temps, je dis que la colonisation a été un crime. Puisque dominer quelqu'un, c'est un crime. Et je ne vous souhaite pas, ce qui vous arrive, chers amis français, d'être dominés. Moi, je dis que toute colonisation est mauvaise. Donc, je suis contre l'immigration de masse, qui est une colonisation. Sauf que, évidemment, il n'y a pas les uniformes. À la place de l'UOT, l'Afrique et le Moyen-Orient et le Maghreb, vous envoyez des voyous qui harcèlent vos femmes et vos filles, qui terrorisent vos enfants à l'école, qui de temps en temps distribuent des coups de couteau pour une cigarette refusée, et qui attaquent vos commissariats. On a les conquérants qu'on mérite. Je suis désolé d'être extrêmement dur, mais il faut être dur parce que les gens sont tellement imbus d'eux-mêmes. Ils ne sont pas ignorants, ils sont imbus d'eux-mêmes. Le problème des gens aujourd'hui, ce n'est pas l'ignorance. Ils sont tellement imbus d'eux-mêmes que pour eux, changer d'avis, pour eux est quelque chose... C'est comme si on demandait de coucher avec vous ou de faire un ménage à trois. Non, on leur demande juste, excusez mes références, on a les références qu'on mérite. Je suis en train de lire un livre où il y a ça, d'une grande dame qui s'appelle Marion Messina, qui s'appelle La peau sur la table, si ma mémoire est bonne. On en parlera. Les gens ne veulent pas changer d'avis, donc ils vont s'accrocher à des chimères du genre l'immigration est une chance, du genre l'immigration est un fait historique, il faut s'y faire. Bêtise totale, excuse. Il ne faut pas parler français pour venir en France, pour s'installer en France, comme si la France était un camp de réfugiés ou un État ou le Kosovo. Mes amitiés pour mes éventuels amis albanais ou kosovars, mais je suis désolé, la France n'est pas le Kosovo. La France est un vieux pays qui a illuminé le monde. Alors, il ne l'illumine plus, les lumières sont éteintes. Hein. Et dessus, il y a des toiles d'araignée. Je ne veux pas vous donner les noms des toiles d'araignée, hein, mais vous les connaissez. Hein. Vous voyez le trombinoscope de votre gouvernement, vous avez des toiles d'araignée. Hommes et femmes, ce gouvernement a tous les défauts, mais au moins il est inclusif. Hétéro, homo. Ils sont diversitaires, mais ils sont conformes et uniformes. Il n'y a pas de diversité dans la mission. Leur mission, c'est détruire la France. Détruire les derniers phares, les dernières lumières, les dernières ampoules. Tiers-mondiser la France. Et la livrer à l'Europe pour en faire une espèce de fille de joie de l'Union européenne. Ça, pour le coup, il n'y a pas de diversité. Il y a une unité de l'objectif. Convergence des volontés. Par contre, tu peux aller travailler en mini-jupe ou en sky ou tu peux te balader avec des... Bon, terminons. Voilà ce que je voulais dire sur cette vidéo d'hier et je vous remercie d'avoir fait des remarques et d'interagir avec mes vidéos. C'est bien, ça me permet aussi je pense, d'approfondir le sujet. À bientôt, n'hésitez pas à cliquer sur like et à partager cette vidéo. Ciao.